Kim Jong-un en Chine, les enjeux d'une visite entourée de mystères. Nous sommes au chapitre clé du monde avec James William Gbagidi, qu'on retrouvera bien après ceci. Eh bien, sans tambour ni trompette, le numéro 1 nord-coréen se sera rendu donc en Chine à la rencontre du président de ce pays, Xi Jinping, dans un contexte international qui se prête à la détente en prévision des prochaines rencontres entre Kim Jong-un et ses homologues sud-coréens et américains. Eh bien, cette visite, vous le savez, ne manque ni de symbole ni d'enjeu. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Pourquoi avoir entouré cette visite de Kim Jong-un à Pékin d'autant de secrets? Pourquoi cette discrétion entretenue autour de cette visite? Bien, je pense que, dans le cadre de cette visite, la Chine a voulu d'abord et avant tout respecter la volonté de la Corée du Nord, du président nord-coréen Kim Jong-un, qui ne se déplace que très rarement, qui d'ailleurs, depuis qu'il est au pouvoir, vient de là d'effectuer sa première visite à l'étranger. Et je vous rappelle qu'il est au pouvoir depuis la fin de l'année 2011. Et donc, c'est la première fois qu'il sort de son pays. Et c'est ainsi qu'il a voulu que cette visite soit entourée du plus grand secret. Vous savez, les dirigeants de son envergure, de sa trempe, qui ont maille à partie avec une partie de la communauté internationale, surtout avec les pays occidentaux, préfèrent prendre leurs dispositions, préfèrent prendre leurs mesures de sécurité. Et c'est ainsi qu'ils préfèrent que leur déplacement ne soit pas connu à l'avance. Vous savez, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ce n'est qu'un exemple que je donne, si le sort du Japon a basculé, véritablement, c'est vrai que l'arme nucléaire a compté pour beaucoup, mais si le sort du Japon a basculé, véritablement, c'est parce que le général Tojo, qui était le chef suprême de l'armée japonaise, a été abattu. Son avion a été abattu, il a été intercepté. En tout cas, il a eu une conversation et on savait qu'il devait se déplacer en avion d'un point vers un autre, en survolant bien sûr le Japon. Les Américains ont intercepté ce message et ont envoyé une patrouille aérienne pour intercepter son avion. Son avion a été abattu et l'armée étant décapitée, il ne restait plus à l'Amérique à capituler. Je ne dis pas que c'était la seule raison pour laquelle le Japon a capitulé. J'ai déjà parlé de la bombe nucléaire qui a été utilisée sur Hiroshima et Nagasaki, mais cela a été un élément déterminant. Et donc, ce genre de dirigeant qui sait ne pas être dans les bonnes grâces de la communauté internationale, notamment des Occidentaux, avec un président comme Donald Trump, qui est un peu va-t-en-guerre, s'entoure un peu de mesures de sécurité. C'est sans doute pour cela que Kim Jong-un a préféré que le secret soit gardé autour de sa visite jusqu'à ce qu'il soit parti de Pékin avant que l'agence de presse Chine Nouvelle n'annonce qu'effectivement dans la capitale chinoise il venait de s'effectuer une visite de 2 jours par Kim Jong-un. Alors, James, pourquoi, comme son père, Kim Jong-un a choisi d'effectuer ce voyage en train? Oui, ça aussi c'est une particularité. Est-ce aussi une mesure de sécurité? Oui, absolument. Ça aussi, ça fait partie des particularités de la Corée du Nord. Ou une tradition à perpétuer ou à respecter? Je ne parlerai pas de tradition. Déjà, premièrement, comme je l'ai dit, c'est par mesure de sécurité. Déjà, le père, le grand-père, Kim Il-sung, qui était déjà là du temps de la Révolution, un ami de Mathieu Kérékou au passage, Kim Il-sung voyageait très rarement en avion. Celui qui a vraiment instauré, et je dirais même traditionnalisé l'usage du train, c'est Kim Jong-il, c'est le père, lui, de Kim Jong-un. Lui, il voyageait exclusivement en train, non seulement parce que le train, puis il faut signaler, vous le voyez, c'est un train blindé qui peut résister aux roquettes, qui peut résister à de l'attaque de grande envergure. C'est vrai qu'à partir d'un certain niveau de violence, le choc peut provoquer un déraillement ou même une explosion des wagons, mais c'est un train qui a été conçu pour résister à une grande quantité d'attaques. Et donc, Kim Jong-il, le père de Kim
Jong-un voyageait exclusivement en train, non seulement parce que c'était pour lui sécurisé, mais surtout parce qu'il avait peur de l'avion. Il avait vraiment une peur bleue de l'avion. Il ne rentrait pratiquement jamais dans un avion, sauf quand le voyage était, il était obligé, contraint de prendre l'avion. Et quand on sait que les dirigeants nord-coréens se contentaient de rester dans leur pays, de se rendre en Russie ou de se rendre en Chine, il n'y avait pas de raison particulière pour Kim Jong-il de prendre l'avion, et donc il voyageait exclusivement en train. C'est cette tradition qui est en train de perpétuer son fils Kim Jong-un avec la première visite à l'étranger qu'il vient d'effectuer avec son train, le train que son père utilisait justement et que son grand-père aussi a utilisé. Bien entendu, avec le temps, le train a été modernisé et les conditions de sécurité ont été renforcées. Alors, que serait-il allé chercher chez Xi Jinping? Alors, que l'on voit un dirigeant nord-coréen en Chine, ça ne devrait guère étonner. Si ça étonne, peut-être, c'est parce que ces derniers mois, ces dernières années en particulier, les relations entre les deux pays se sont détériorées. Il faut reconnaître que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président nord-coréen n'a pas fait grand-chose pour plaire à son voisin. L'élément essentiel, c'est que les deux pays sont des pays communistes et que la Chine entend protéger, aider dans la mesure du possible son allié nord-coréen, mais le président de la Corée du Nord, depuis qu'il était au pouvoir, donc, a renforcé la nucléarisation de son pays. Donc, il a procédé à plusieurs essais nucléaires, un en 2009, et puis depuis qu'il est au pouvoir, depuis le début de l'année 2017, entre 2016 et 2017, il a procédé à plusieurs essais nucléaires et une quarantaine d'essais de missiles balistiques, des missiles balistiques dont nous avons dit, même sur ce même plateau, il y a quelques mois, que les derniers essais permettent d'affirmer que ces missiles peuvent atteindre le territoire des États-Unis d'Amérique. Et quand le territoire des États-Unis, qui est à plusieurs milliers de kilomètres, peut être atteint, c'est déjà que le territoire de la Chine, qui est juste à côté, n'est pas épargné. Donc cette propension du dirigeant nord-coréen à fabriquer des armes nucléaires et à mettre en place ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire pour le compte de son pays ne plaisait pas beaucoup à la Chine parce que vous savez, la capacité nucléaire est une capacité qui est très dissuasive. La Corée du Nord peut devenir rapidement un problème pour même la Chine si il est confirmé définitivement que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Et donc les relations se sont détériorées plus que le président chinois a même envoyé un de ses responsables politiques, d'émissaires en Corée du Nord, et le président nord-coréen a refusé de recevoir ce dernier. C'était au plus fort de la crise quand Kim Jong-un traitait le président Donald Trump de vieux gâteux et que ce dernier lui répondait par l'expression petit gros. Donc l'un disait j'ai un bouton nucléaire sur mon bureau, l'autre disait j'ai un bouton nucléaire encore plus gros. Donc, c'était au plus fort de la crise et Kim Jong-un menaçait de frapper l'île de Guam qui est administrée par les États-Unis et qui se trouve à quelques kilomètres, à quelques centaines de kilomètres de la Corée du Nord, ce qui aurait provoqué immanquablement une guerre entre la Chine et les États-Unis parce que les États-Unis auraient forcément frappé la Corée du Nord et la Chine n'aurait pas admis qu'un territoire aussi proche de lui et qui est un allié en plus soit frappé par les États-Unis. Donc c'était un risque de guerre mondiale que nous étions en train de subir et cela a amené le président de la Chine à voter les sanctions contre la Corée du Nord, ce qui est donc a un peu fini par émousser les ardeurs de Kim Jong-un qui finalement au début de l'année 2018, à l'occasion même du message de Nouvel An, annoncé sa volonté de pacifier les choses, de remettre la balle à terre comme on dit, et c'est ainsi qu'il a annoncé qu'il était prêt à rencontrer le président Donald Trump. Cette rencontre devrait normalement se dérouler d'ici fin mai. Et puis il rencontrera également le président sud-coréen. D'ailleurs, dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés en Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont présenté une équipe commune qui a compéti. Et puis les signes de détente se sont multipliés ces derniers temps. En tout cas, c'est donc pour consolider cette détente-là que le président Kim Jong-un s'est rendu chez son homologue chinois. Alors, James, quand Kim Jong-un se promet de s'engager dans la dénucléarisation, faut-il y croire? Alors, à l'heure actuelle, moi je pense
que Kim Jong-un ne peut pas se permettre de dénucléariser sans avoir des garanties très solides. Vous savez, la Corée du Nord a d'énormes problèmes au plan social, au plan économique, et a besoin de l'aide de ses partenaires étrangers et même de ceux qui ne sont pas ses partenaires. Ceux qui ne sont pas ses partenaires que je peux évoquer, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, qui doivent lui fournir et qui lui ont souvent fourni de l'aide. Et c'est grâce à cette aide-là que la Corée du Nord a souvent reçu, qu'elle a pu résister. Mais en même temps, face à une telle faiblesse économique, la Corée du Nord n'a d'autres moyens pour sa survie que d'avoir un régime fort et un régime que je peux qualifier de régime inattaquable. Et pour être inattaquable, le seul moyen que la Corée du Nord croit avoir trouvé, c'est la dissuasion nucléaire. La dissuasion, vous savez, quand on parle de dissuasion nucléaire, c'est que le pays dont il est question dispose d'une capacité de riposte nucléaire en cas d'attaque nucléaire. Et la situation de la Corée du Nord aujourd'hui laisse penser que la Corée du Nord soit est déjà en position de pouvoir mettre en œuvre la dissuasion nucléaire, soit est en passe de le faire. Et dans la situation actuelle, j'ai un peu également de mal à croire Kim Jong-un quand il parle de cette détente-là. Je me demande si ce n'est pas une stratégie aussi pour gagner un peu de temps, parce que certes, il y a déjà la possibilité de fabriquer l'arme nucléaire, ou même déjà des bombes nucléaires ont été fabriquées, mais il y a encore la nécessité de mettre en œuvre cette capacité de dissuasion qui a besoin de temps. Et peut-être est-ce pour cela que le président nord-coréen a choisi de mettre la balle à terre, comme je le disais, et rentrer en négociation avec les États-Unis. C'est peut-être aussi, de l'autre côté, la conséquence des menaces très claires que Donald Trump a avancées. Donald Trump, voilà un président qui se dit prêt à bombarder la Corée du Nord et même à entrer en guerre avec la Chine si jamais la Chine devait prendre la défense de la Corée du Nord. Et une guerre contre la Corée du Nord, c'est une guerre nucléaire inévitablement qui pourrait se déclencher, parce que tous les acteurs, trois parmi les acteurs qui seraient impliqués dans cette guerre de façon systématique, que sont la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord, sans compter le Japon qui va forcément participer à une telle guerre, et la Corée du Sud qui sera également embarquée. Et d'autres alliés. De ces acteurs-là, oui, les alliés viendront, mais trois de ces acteurs-là possèdent l'arme nucléaire, et donc ce sera forcément une guerre qui pourrait aboutir à l'utilisation de l'arme nucléaire, et c'est un danger permanent. Alors, quelles sont par ailleurs, ou quelles seraient les attentes du dirigeant nord-coréen de son vis-à-vis sud-coréen et des États-Unis? Alors oui, maintenant, ce que voudrait probablement, et d'ailleurs il a dit, ce que voudrait le président nord-coréen, c'est qu'il y ait une dénucléarisation, mais aussi le respect d'un certain nombre de conditions, le respect d'un certain nombre d'éléments que la Corée du Nord met en avance. C'est d'abord le respect de son statut politique. C'est un État communiste qui se revendique communiste et qui ne veut pas changer de système. Les États-Unis critiquent beaucoup le système politique nord-coréen, critiquent énormément aussi les droits de l'homme, le respect ou le non-respect des droits de l'homme en Corée du Nord. La Corée du Nord n'entend plus laisser passer ce genre de critiques. De toute façon, elle n'entend pas s'y plier. Mais au-delà, la Corée du Nord veut également intégrer l'économie internationale. La Corée du Nord veut également voir le territoire se développer, voir d'autres choses, des infrastructures, des éléments qui lui permettront d'apparaître comme un pays fréquentable. Et ça, il faudrait que les États-Unis et la Corée du Sud y contribuent si vraiment cela doit arriver. Peut-on ou doit-on croire en cette détente en cours, et combien de temps durera-t-elle? Je ne sais pas trop. En attendant de voir ce qui sortira de la rencontre entre le président nord-coréen et le président sud-coréen, je pense que de ce point de vue-là, il y aura encore une peut-être seconde attente. C'est surtout la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump qui nous déterminera. Jusqu'à présent, le président américain n'a pas changé de langage vis-à-vis du président nord-coréen, quand la Chine a envoyé, je peux dire, un petit mémoire sur la rencontre qu'il y a eu entre Kim Jong-un et le président Xi Jinping.
les États-Unis se sont fendus d'un communiqué triomphateur ou triomphal pour dire ah oui, c'est parce que nous avons mis la pression sur Kim Jong-un qu'il a fini par revenir à la raison. Et ce genre de discours n'est certainement pas pour plaire à Kim Jong-un. Nous verrons dans la suite comment se déroulera la rencontre entre lui et le président américain. Merci James William Baguidi.